Bonjour à tous, donc nous allons regarder la fiche de cours donc ressources énergétiques et énergie électrique au niveau premier S. Donc quelques notions donc, sur les ressources énergétiques. Donc on les classe en deux parties, renouvelables, non renouvelables. Donc une ressource est dite renouvelable si sa durée de reconstitution est inférieure à la durée d'exploitation et une de ressource est dite non renouvelable si sa durée de reconstitution donc, est supérieure à la durée d'exploitation. Donc par exemple pour le pétrole, donc si vous exploitez donc, le pétrole pendant quelques heures donc avec le plein de votre voiture, il faudra plusieurs millions, voire milliards d'années pour le reproduire donc par décomposition de produits organiques au fond des océans. Donc c'est pour ça que c'est une durée non renouvelable. L'uranium s'est formé également lors de la formation donc, de la croûte terrestre. Donc elle s'est formée il y a plusieurs milliards d'années. Donc l'utilisation de l'uranium qui dure quelques heures ne permettrait pas donc, de se reconstituer l'uranium en quelques heures. Le vent, donc pour une durée d'utilisation, il y a toujours du vent qui arrive quand il y en a qui est utilisé. Donc ça c'est pour ça que la durée donc, de reconstitution est quasi immédiate. Et enfin l'eau, donc si vous vérifiez bien que vous épuisez pas tout le réservoir d'eau, il y a toujours de l'eau quand il y en a qui est utilisée, il y en a toujours qui arrive. Donc c'est pour ça que ces ressources sont dites renouvelables. Alors ensuite on vous dit quelques informations. Donc les énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire dépendent des conditions climatiques et leur production est intermittente. Au contraire des centrales nucléaires qui elles fonctionnent en continu. Donc dans les deux cas, il faut stocker l'énergie parce que par exemple quand elle est intermittente, on veut la stocker pour quand par exemple elle n'en produira pas. Et pareil pour les centrales, si possible, stocker de l'énergie pour par exemple les périodes de froid où donc les gens vont fortement augmenter leur production et leur demande en énergie surtout. Donc il faut stocker l'énergie, pour ça il y a des dispositifs tels que les piles, les accumulateurs, les condensateurs et les barrages hydrauliques. Alors le barrage hydraulique, il faut bien que vous compreniez qu'en fait c'est des particules d'eau donc qui ont une masse et qui sont en hauteur donc par rapport au sol. Donc ça en fait un barrage hydraulique constitue donc un réservoir et qui permet de stocker de l'énergie de type potentiel de pesanteur comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Donc en ouvrant le robinet, ben, on peut utiliser donc, cette énergie potentielle de pesanteur pour la convertir entre autres en énergie cinétique. Donc ensuite, puissance et énergie. Donc vous avez déjà vu donc, au collège que l'énergie transférée donc, à un système ayant une puissance constante P pendant une durée delta T, c'est E égale P fois delta T. Donc avec l'énergie en joules, la puissance en watts et la durée en secondes. Au niveau des transferts donc d'énergie électrique, je vous rappelle donc la loi d'Ohm qui vous indique que la tension UAB aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R traversée de A vers B par un courant électrique d'intensité I est donnée par la loi d'Ohm U égale RI. Donc avec la tension U en volts, R en ohm, de symbole ici, avec I ici en ampères, donc de symbole grand A. Au niveau des transferts d'énergie, donc dans les circuits, il y a généralement un générateur et un ou plusieurs récepteurs. Donc la puissance fournie par le générateur, PF égale U fois I. Donc retenez bien ces formules qui sont assez générales. P égale U fois I, sauf que ici, donc on met UPN pour la tension aux bornes donc, du générateur, P pour positif, N pour négatif. Donc ici, vous avez le courant électrique qui circule du pôle plus vers le pôle moins, donc une seule boucle ici. La puissance reçue par le récepteur, donc c'est PR égale U fois I, sauf que ici on prend la tension aux bornes donc, du récepteur. Dans le circuit, une seule maille ici, donc l'intensité du courant est la même partout, donc c'est pour ça qu'on a mis I et I. Si le récepteur est directement branché donc aux bornes du générateur, alors UPN égale UAB. Effectivement ici, vous avez une branche et une seule maille. Donc ici, vous avez égalité des tensions dans chacune des branches. Donc UPN égale UAB. Et si vous écrivez UPN égale UAB, sachant que I est le même ici, ben vous obtenez assez facilement que PF égale PR. Donc si PF égale PR, donc ça veut dire que la puissance fournie par le générateur, c'est la puissance reçue par le récepteur. Et dans ce cas-là, si vous multipliez ces deux puissances par le delta T qu'on a vu au-dessus, donc là, si vous multipliez ces puissances par le même delta T, donc ici, donc là, vous allez pouvoir ensuite conclure qu'en fait, EF égale ER. EF n'est rien d'autre, donc c'est l'énergie fournie par le générateur, et ER étant l'énergie reçue par le récepteur. Donc EF égale PF fois delta T, ER égale PR fois delta T. Donc la totalité de l'énergie électrique fournie par le générateur est donc transférée au récepteur. Dans le cas, encore une fois, de ce circuit simple ici, donc un générateur, un récepteur. Donc ensuite,
L'effet Joule. Donc l'effet Joule vous indique le fait qu'un conducteur ohmique, donc caractérisé donc par sa résistance, dissipe de l'énergie par transfert thermique et par rayonnement, ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc la puissance dissipée est donnée par la relation P Joule égale RI carré. Et cette énergie dissipée, notée EJ, donc, est associée à l'énergie électrique reçue. Donc c'est-à-dire que l'effet Joule, c'est l'énergie électrique reçue. Donc il faut juste multiplier RI carré, ici la puissance, par la durée d'utilisation delta T en secondes. Alors de temps en temps, l'effet Joule donc, est une grandeur est un effet qui est désiré, par exemple pour les bouilloires, quand on veut faire chauffer de l'eau, mais la plupart du temps, c'est quand même une énergie qu'on appelle une énergie dissipée. Donc il y a une dégradation qui fait que cette énergie, généralement, elle est souvent pas voulue, ou alors on essaye de la minimiser. Donc entre autres, dans ce qu'on a vu dans les activités pour le transport donc, de l'énergie électrique dans les lignes haute tension. Ensuite, le bilan des transferts énergétiques. Donc on schématise donc les transferts énergétiques donc à l'aide d'une chaîne énergétique. Donc la chaîne énergétique, c'est généralement vous avez un convertisseur d'énergie donc qui reçoit une énergie qu'on note ER. Donc elle est transférée cette énergie au convertisseur qui lui va la convertir, d'où le nom convertisseur, en énergie utile. Énergie utile dans le sens où c'est celle qui va nous être utile et qui va être utilisée. Généralement, toute l'énergie reçue n'est pas convertie en énergie utile. Il y a toujours une part de dégradation, donc, parce qu'il y a une énergie dissipée qui n'est pas, donc toute l'énergie reçue, donc n'est pas l'énergie utile. Il y a toujours des pertes, donc ce qu'on appelle l'énergie dissipée. Là, bien sûr, on essaye dans la plupart des cas d'essayer de minimiser cette énergie dissipée. Donc l'égalité, donc il y a quand même conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie reçue, elle est donc soit formée, donc soit convertie en énergie utile, soit dissipée, donc sous forme d'énergie dissipée. Mais l'énergie qui est reçue, en gros, tout ce qui est reçu part forcément du convertisseur, mais il ne peut pas y en avoir plus, et toute l'énergie qui est reçue est forcément soit dégradée, soit transférée en énergie utile, convertie en énergie utile. Enfin, notion de rendement. Donc le rendement de conversion, il est défini par, voilà, on le note que neta, donc est égal à l'énergie utile divisée par l'énergie reçue. Donc c'est pour ça que le rendement est une grandeur qui est forte, qui est toujours comprise entre 0 et 1. Ça peut être 0 ou ça peut être aussi égal à 1. Donc c'est inférieur ou égal à 1. Donc l'objectif étant que le rendement donc, soit le plus élevé possible, c'est-à-dire le plus proche possible de 1. Donc un exemple, donc dans cette petite image très simple, donc vous avez ici donc un générateur qui alimente un moteur électrique, dont le but est donc de faire tourner le moteur de manière à élever une masse. Donc on vous dit le moteur qui reçoit une énergie électrique de 1,6 joules. Donc pour trouver cette énergie, il suffit juste de faire U fois I fois la durée d'utilisation. Utilise donc une partie de cette énergie pour élever l'objet. Ce dernier voit son énergie potentielle de pesanteur augmenter de 0,20 joules. Donc, si on veut calculer le rendement, on vous dit si le moteur électrique reçoit de l'énergie électrique 1,6 joules et si l'énergie potentielle de l'objet est augmentée de 0,20 joules. Alors, c'est que l'énergie utile, c'est 0,20 joules, c'est celle qui nous a servi, donc c'est celle qu'on voit qui nous sert à augmenter donc, la position de l'objet, le but étant de relever l'objet. Donc ici, donc c'est bien cette énergie-là qui est l'énergie utile, l'énergie potentielle donc en fait c'est une énergie potentielle de position. Et on a utilisé pour ça, donc le moteur a reçu une énergie est égale à 1,6 joules. Donc on voit déjà que toute l'énergie reçue n'a pas été convertie donc en énergie utile. Donc le rendement, il vaut donc EU neta égale EU sur ER, donc 0,20 divisé par 1,6, ce qui fait 0,13. Si vous multipliez par 100, vous allez obtenir un pourcentage. Donc généralement, c'est assez commode d'utiliser donc les pourcentages pour les rendements. Donc on trouve ici 13%. Donc ça veut dire qu'il y a 13% de l'énergie reçue qui a été convertie en énergie utile. Sous-entendu, donc si vous faites 100 moins 13, donc ce qui fait 87%, donc qui n'est pas d'énergie utile, donc de l'énergie dissipée. Donc ça peut être de l'énergie dissipée donc par transport, par échauffement dans le moteur, par échauffement lié au frottement au niveau des axes. Donc il y a de l'énergie qui est donc dégradée. Donc ça veut dire que ici, la majorité, donc ici il y a 13% qui devient de l'énergie utile, si ici il y en avait 100, et ici il y en aurait 87 qui seraient dissipés. Donc voilà, donc j'espère que cette relecture donc, vous sera utile.